À nuit où Éléonore de Valois comprit que sa vie ne lui appartiendrait jamais. Elle avait 14 ans et se tenait devant un miroir fendu dans le grenier du château familial. Le reflet qui lui renvoyait son regard n'était pas le sien, c'était celui de toutes les femmes de sa lignée, prisonnières des mêmes murs de pierre, des mêmes conventions glacées. Dans moins de 3 ans, elle serait mariée à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Dans moins de 10 ans, elle ne serait plus. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire d'amour ni même de révolte. C'est l'histoire d'une disparition lente, méthodique, orchestrée par les règles d'un monde qui dévorait ses filles en silence. Bretagne, 1924. Le vent hurlait contre les fenêtres du manoir de Kermoal, comme s'il cherchait à arracher les secrets enfouis dans ses fondations. Le domaine de Kermoal s'étendait sur les falaises de la côte bretonne comme une créature pétrifiée, ses tours grises fouettées par les embruns de l'Atlantique. Construite au XVIIe siècle par un ancêtre corsaire, le château incarnait la fierté des Valois, cette fierté qui pesait sur les épaules d'Éléonore comme un manteau de plomb. Les murs suintaient l'hiver, même en été. Le bois des parquets craquait sous le poids de 2 siècles d'histoire. Les tapisseries décolorées représentaient des scènes de chasse où les cerfs mouraient dignement, le regard fixe. Éléonore avait grandi dans ce dédale de corridors sombres, de salons glacés où le feu ne parvenait jamais à chasser le froid, de chambres où les portraits d'ancêtres la surveillaient avec réprobation. Sa mère, Marguerite de Valois, était une femme au visage de marbre blanc, aux lèvres pincées, qui ne souriait jamais vraiment. Elle portait des robes noires ou grises, toujours austères, et maintenait dans le château un silence religieux que personne n'osait troubler. Son père, le baron Édouard de Valois, était un homme distant, qui passait ses journées dans son bureau lambrissé, gérant les terres et les investissements, et ses soirées au fumoir avec un verre de cognac. Entre eux, Éléonore existait à peine. Elle n'était pas un enfant, elle était un projet, une continuation, une obligation dynastique. Ce matin de novembre 1924, alors que la pluie martelait les carreaux du petit salon d'études, Éléonore était assise devant mademoiselle Arnoux, sa gouvernante. C'était une femme sèche d'une 50aine d'années, venue de Paris 20 ans auparavant. Elle sentait la lavande et la discipline. Ses mains gantées de dentelle noire ne tremblaient jamais lorsqu'elle corrigeait de la posture d'Éléonore. « Une jeune fille de bonne famille ne se tient pas ainsi », répétait-elle sans cesse, sa voix coupante comme le vent du large. Le dos droit, les épaules en arrière, les mains croisées. « Vous n'êtes pas une paysanne. » Éléonore obéissait. Elle avait toujours obéi. 14 années d'existence lui avaient appris qu'il n'y avait pas d'autre choix. La désobéissance n'était même pas envisagée dans ce monde régi par des codes invisibles, mais absolus. Ce jour-là, pourtant, quelque chose se brisa. « Votre mère souhaite vous voir dans le salon vert après le déjeuner, » annonça mademoiselle Arnoux. « Il s'agit de votre avenir. Préparez-vous convenablement. Le salon vert. » Ce n'était jamais bon signe. C'était là qu'on annonçait les décisions importantes. Celles qui ne se discutaient pas. Éléonore sentit son estomac se nouer. Elle connaissait déjà la nature de cette conversation. Depuis des mois, des allusions avaient été faites. Des lettres scellées arrivaient de Nantes, de Paris, de Rennes. On cherchait un mari pour elle. Le déjeuner se déroula dans un silence oppressant. La salle à manger résonnait du tintement des couverts en argent contre la porcelaine. Le baron mastiquait méthodiquement, les yeux fixés sur son assiette. La baronne buvait son bouillon par petites gorgées mesurées, le dos parfaitement droit, incarnation vivante de tout ce qu'Éléonore devrait devenir. Après le repas, sa mère se leva sans un mot. Éléonore la suivit. Le salon vert devait son nom au velours émeraude qui recouvrait les fauteuils Louis XV. La pièce sentait le vieux cuir et la cire d'abeille. Un portrait de l'arrière-grand-mère d'Éléonore dominait la cheminée. Une femme au regard sévère, morte en couche à 23 ans. « Assieds-toi », ordonna Marguerite. Éléonore obéit, prenant place sur le bord d'un fauteuil, les mains jointes sur ses genoux. « Tu as 14 ans », commença sa mère sans préambule. « Il est temps de penser à ton établissement. Ton père et moi avons reçu plusieurs propositions. L'une d'elles est particulièrement convenable. » Elle marqua une pause, ses yeux froids se fixant sur Éléonore. « Le fils du baron de Kérodren, Bertrand. Il a 28 ans. Situation stable, fortune ancienne, terres importantes dans le Finistère. La famille est irréprochable. Les fiançailles seraient annoncées l'année prochaine. Le mariage aurait lieu lorsque tu atteindras 16 ans. 16 ans. Dans moins de 2 ans. 28 ans. Un homme qu'elle ne connaissait pas. La voix d'Éléonore tremblait. « Je ne le connais pas, mère. » Un silence tomba, lourd, dangereux. « Le connaître ?»
répéta Marguerite, et son ton glaça Éléonore jusqu'aux os. Tu crois que j'ai connu ton père avant notre mariage? C'est ainsi que les choses se passent, Éléonore. C'est ainsi qu'elles se sont toujours passées. Tu feras ton devoir, comme nous l'avons toutes fait. Est-ce compris? Oui, mère. Bien. Tu le rencontreras à Noël. Comporte-toi convenablement. Cette nuit-là, Éléonore ne parvint pas à dormir. Le vent faisait trembler les fenêtres. Les vagues s'écrasaient contre les rochers avec une violence sourde. Elle se leva et monta l'escalier étroit qui menait au grenier, un endroit où elle se réfugiait parfois. Le grenier était un chaos de malles, de meubles brisés, de tableaux oubliés. L'odeur de moisi y était suffocante. Au fond, contre le mur, se trouvait un vieux miroir ovale au cadre doré écaillé. Éléonore s'approcha. Son reflet était pâle, spectral dans la pénombre. Puis elle remarqua autre chose. Dans le miroir, derrière elle, une silhouette. Une femme en robe sombre, le visage dans l'ombre, immobile. Elle se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Mais dans le miroir, la silhouette était toujours là. Et puis, très doucement, elle leva une main. Un geste lent, presque tendre, comme un avertissement. Comme un adieu. Le miroir se fissura. Un craquement sec résonna dans le silence. Une ligne fine apparut au centre du verre, séparant le reflet d'Éléonore en deux. Elle s'enfuit du grenier, le cœur au bord de l'explosion. Dans sa chambre, elle s'enferma et se glissa sous ses couvertures, tremblante. Dehors, l'océan hurlait comme une bête enragée, et quelque part dans les profondeurs du château, quelque chose d'ancien venait de se réveiller. Ce qu'Éléonore ignorait, c'est que dans la crypte familiale, sous les fondations du château, reposait un cercueil portant une inscription qui changerait tout. Éléonore de Valois, 1898-1915. Son nom, et une date de mort qui annonçait son propre destin. Les semaines qui suivirent cette nuit dans le grenier furent pour Éléonore comme une lente descente dans un brouillard oppressant. Le château de Kermoal, déjà sinistre, semblait s'être refermé sur elle comme un piège. Décembre s'installa avec sa brutalité habituelle. Les tempêtes se succédaient, transformant l'océan en une masse furieuse qui venait s'écraser contre les falaises. À l'intérieur, on préparait Noël, non pas avec joie, mais avec la méticulosité froide d'une opération militaire. Car Noël serait un théâtre, une mise en scène où Éléonore jouerait le rôle principal devant un public qui jugerait chacun de ses gestes. Mademoiselle Arnoux intensifia les leçons avec une rigueur cruelle. Chaque jour, pendant des heures, Éléonore répétait les gestes appropriés, les expressions convenables. Comment verser le thé sans faire trembler la porcelaine? Comment s'asseoir sans froisser sa robe? Comment baisser les yeux avec modestie? Vous devez être irréprochable, répétait la gouvernante. Le baron de Kérodren est un homme exigeant. Il ne tolérera aucun défaut chez la future épouse de son fils. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Éléonore obéissait mécaniquement, son esprit détaché de son corps. Elle se regardait de l'extérieur comme une marionnette dont on tirait les fils. La nuit, les cauchemars la visitaient. Elle rêvait du miroir fendu, de la femme en robe sombre, de la crypte familiale qu'elle imaginait froide et remplie de cercueils. Un matin, elle découvrit le château en effervescence. Des domestiques s'affairèrent partout, portant des draps propres, des candélabres en argent. Dans la salle à manger, sa mère examinait une liste interminable de préparatifs. Les Kérodren arriveront après-demain, annonça Marguerite. Le baron Jérôme de Kérodren, son épouse la baronne Clotilde et leur fils Bertrand. Tu porteras ta robe bleue pour le dîner du premier soir, la blanche pour la messe de Noël. Tu seras charmante, modeste, cultivée. Tu incarneras la perfection. Les 2 jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Éléonore fut baignée, coiffée, habillée. La robe bleue était magnifique, d'un bleu profond brodé de motifs floraux en fil d'argent. Mais elle se sentait comme une poupée qu'on préparait pour une exposition. Enfin, le moment arriva. Le gravier de l'allée crissa sous des roues. Des voix résonnèrent. Ils étaient là. Un domestique annonça « Le baron Jérôme de Kérodren, la baronne Clotilde de Kérodren et M. Bertrand de Kérodren. » Ils entrèrent. Le baron Jérôme était imposant dans la soixantaine, avec une barbe grise et des yeux perçants. La baronne Clotilde était mince jusqu'à la maigreur, vêtue d'une robe bordeaux, son visage sévère, encadré de cheveux gris. Et derrière eux, Bertrand. Il était grand, très grand, avec une carrure athlétique. Ses cheveux châtains foncés étaient peignés en arrière. Son visage était anguleux, aux traits durs.
Mais ce qui terrifia Éléonore, c'était son expression, ou plutôt son absence d'expression. Son visage était un masque de froideur absolue. Ses yeux la jaugeaient comme on évalue une jument à l'achat, sans la moindre chaleur, sans la moindre humanité. Les salutations formelles commencèrent. Puis vint le moment redouté. « Permettez-moi de vous présenter ma fille, Éléonore, » dit le baron de Valois. Éléonore fit la révérence qu'elle avait répétée 100 fois. Quand elle se redressa, elle osa lever le regard vers Bertrand. Il n'avait pas bougé. Il ne souriait pas. Il la regardait avec cette froideur clinique. « Enchanté, dit-il, et sa voix était grave, dénuée de toute émotion. Il s'avança et prit sa main, la porta à ses lèvres. Le geste était mécanique. Ses yeux ne quittèrent jamais son visage, continuant cette évaluation implacable. La conversation commença. Les adultes parlaient de sujets sans importance, le voyage, l'état des routes, la politique. Éléonore écoutait sans vraiment entendre, trop consciente du regard de Bertrand qui revenait périodiquement se poser sur elle. « Éléonore » dit soudain la baronne de Kérodren. « On me dit que vous parlez anglais ?»« Oui, madame. »« Mademoiselle Arnoux m'a enseigné l'anglais et l'allemand. »« L'allemand, » répéta la baronne avec désapprobation. « Après la guerre, je trouve cela discutable. » La conversation continua, de plus en plus tendue. On parla des termes du contrat de mariage, de la dot, des arrangements financiers. On parla de tout, sauf de ce qu'Éléonore ressentait. Personne ne lui demanda son avis. Personne ne sembla remarquer qu'elle était au bord des larmes. Finalement, les Kérodren se retirèrent dans leur chambre. Dès qu'ils furent repartis, le baron de Valois sourit avec satisfaction. Cela s'est très bien passé. Le baron de Kérodren semble satisfait. Éléonore quitta le salon comme une somnambule. Dans sa chambre, elle s'adossa à la porte, laissant enfin couler ses larmes. Elle détestait Bertrand de Kérodren. Il l'avait regardée comme un objet. Il avait parlé d'elle comme d'une acquisition. Elle s'approcha de la fenêtre, cherchant du réconfort. Et là, au bord de la falaise, se tenait la silhouette. La femme en noir, immobile, tournée vers la mer. Sans réfléchir, Éléonore sortit de sa chambre. Elle descendit rapidement et sortit par une porte latérale. Le froid la saisit, mais elle s'en moquait. Elle marcha vers la falaise. La silhouette était toujours là, elle attendait. « Attendez !» cria Éléonore. « S'il vous plaît, 20 mètres. 10 !» Et soudain, la femme se tourna. Éléonore s'arrêta net, le souffle coupé. Car le visage qui la regardait était le sien, ou plutôt une version vieillie d'elle-même. Le même visage, mais marqué par la souffrance. Les mêmes yeux noirs, mais vidés de tout espoir. « Non !» murmura Éléonore, reculant. La femme leva lentement la main, un geste d'avertissement, un geste d'adieu. Puis elle se retourna vers l'océan. Elle fit un pas en avant, et elle se jeta dans le vide. Éléonore hurla. Elle se précipita vers le bord, scrutant les rochers en contrebas. Il n'y avait rien. Aucun corps. Juste l'océan infini. « Éléonore !» C'était Bertrand qui accourait. Il l'attrapa par le bras, la tirant violemment en arrière. « Que faites-vous ici? Vous pourriez tomber !» Il y avait une femme. « Il n'y a personne, dit-il sèchement. Vous êtes troublé. Notre rencontre vous a bouleversé. »« Non, vous ne comprenez pas. »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit-il, resserrant sa prise au point de lui faire mal. « Vous êtes une jeune fille nerveuse. Mais ce genre de comportement est inacceptable. Rentrons, et ne parlez à personne de cet incident. » Est-ce clair? Alors qu'ils approchèrent du château, Éléonore jeta un dernier regard vers la falaise. Et là, dans l'herbe détrempée, elle vit des fleurs blanches fanées, et parmi elles, quelque chose qui brillait. Un objet métallique, petit, rond, une alliance. Cette nuit-là, quand Éléonore retourna dans sa chambre, elle trouva l'alliance posée sur le rebord de sa fenêtre. À l'intérieur, une inscription en lettres minuscules « Éléonore de Valois, 1898-1915 », son nom, et une mort à 17 ans, exactement l'âge qu'elle aurait dans 3 ans. L'alliance brûlait dans la paume d'Éléonore comme un charbon ardent. Ces dates terribles. 1898-1915. Quelqu'un avait vécu ici avant elle. Quelqu'un qui portait le même nom. Quelqu'un qui était morte à 17 ans. Ce n'était pas une coïncidence. Éléonore devait comprendre. Elle devait savoir qui était cette femme et ce qui lui était arrivé. La nuit était profonde. Le château dormait. Éléonore attendit, assise sur son lit, écoutant les bruits familiers qui s'éteignaient progressivement. Puis le silence. Elle se leva, enfila une robe de chambre sombre, prit une bougie et des allumettes. Sa main tremblait en allumant la mèche. Elle ouvrit sa porte avec une lenteur infinie.
Le couloir était plongé dans l'obscurité totale. Elle avança à pas de loup, évitant les lattes grinçantes. Elle passa devant la chambre de ses parents, puis celle des Kérodren, où elle entendit le ronflement du baron. Elle descendit l'escalier et se dirigea vers l'aile ouest, celle qu'on n'utilisait jamais. C'était là que se trouvait l'entrée de la crypte familiale. Elle trouva la porte au bout d'un corridor étroit, une lourde porte de chêne renforcée de fer forgé. Elle posa sa main sur la poignée, s'attendant à ce qu'elle soit fermée, mais la porte s'ouvrit. Un courant d'air glacé s'échappa, apportant une odeur de pierre humide et de terre. Éléonore hésita. Chaque instinct lui criait de refermer cette porte. Mais elle pensa à la femme au bord de la falaise et sut qu'elle devait descendre. L'escalier était étroit, les marches usées. Sa bougie illuminait à peine quelques mètres. Les murs suintaient d'humidité. Elle descendait, s'enfonçant dans les entrailles de la terre. Enfin, elle atteignit le bas. La crypte s'ouvrait devant elle, vaste salle voûtée. Le long des murs, des niches contenaient des cercueils empilés. Des plaques de marbre identifiaient les occupants. Éléonore avança lentement, lisant les inscriptions, les noms défilaient, une litanie de morts. Puis elle la trouva. Dans une niche presque cachée, un cercueil de bois blanc. Sur la plaque, Éléonore Marguerite de Valois, 1898-1915, épouse de Bertrand Armand de Kérodren, requiescat in pace. Le monde bascula. Bertrand, le même Bertrand. En 1915, il aurait eu 19 ans. Il avait déjà été marié à une autre Éléonore de Valois, et elle était morte à 17 ans, sa famille savait, et il lui faisait quand même épouser cet homme. Éléonore s'agenouilla devant le cercueil. Des fleurs séchées étaient déposées devant. Elle remarqua que le cercueil n'était pas scellé. Le couvercle était simplement posé. Quelqu'un l'avait ouvert récemment. Avant de comprendre ce qu'elle faisait, Éléonore souleva le couvercle. À l'intérieur, pas de corps décomposé. Des couches de tissu blanc entouraient quelque chose de petit, et sur le linceul, des objets. Une poupée de porcelaine au visage fendu, un livre de prière, un chapelet, et un journal intime relié de cuir noir. Éléonore le prit avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit et reconnut l'écriture élégante d'une jeune fille éduquée. La première entrée était datée du 15 juin 1914. « Aujourd'hui, on m'a annoncé mes fiançailles. Son nom est Bertrand de Kérodren. Il a 18 ans. Mais quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Ses yeux sont froids. Il me regarde comme si j'étais déjà sa propriété. » Éléonore tourna les pages, son cœur battant de plus en plus vite. 3 octobre 1914. Nous nous sommes mariés. J'avais 16 ans. Le soir, Bertrand, je ne peux pas écrire ce qui s'est passé. C'était violent, douloureux. J'ai pleuré toute la nuit. 15 novembre 1914. Je suis enceinte. Déjà, j'ai 16 ans. Je ne suis pas prête. 20 janvier 1915. J'ai perdu l'enfant. Bertrand m'a frappé. Il était en colère. Il m'a poussé contre le mur. J'ai saigné. L'enfant est parti. Les mains d'Éléonore tremblaient violemment. 2 mai 1915. Il devient de plus en plus violent. Il m'a enfermé dans le grenier. Il m'a dit que sa première femme n'aurait jamais agi ainsi. Éléonore s'arrêta. Sa première femme? Bertrand avait été marié avant cette Éléonore aussi. 15 juin 1915. J'ai trouvé des documents sur son premier mariage. Sa femme s'appelait Catherine. Elle est morte à 17 ans, en couche. L'enfant aussi. 10 juillet 1915. Je ne peux plus continuer. Bertrand me garde enfermé. Le médecin dit que je suis trop faible. J'ai 17 ans et je vais mourir ici. La dernière entrée était datée du 24 juillet 1915. Demain, le médecin va déclencher l'accouchement. Je sais que je ne survivrai pas. À celle qui viendra après moi, car il y en aura une autre. Fuis. Fuis avant qu'il ne soit trop tard. Ne fais pas confiance. Sauve-toi. Éléonore referma le journal, les larmes coulant sur ses joues. Elle comprenait maintenant. Bertrand épousait des jeunes filles, les mettait enceintes, et elle mourait. Catherine. C'est Éléonore. Et maintenant, on lui préparait le même destin. Un bruit résonna dans l'escalier, des pas. Quelqu'un descendait. Éléonore éteignit sa bougie et se cacha derrière un pilier, le journal serré contre elle. Une lumière apparut, puis une silhouette, Bertrand. Il s'avança vers le cercueil, remarqua que le journal avait disparu. « Qui est là ?» Sa voix était calme mais menaçante. « Montrez-vous. » Éléonore retint son souffle. « Éléonore » dit-il doucement. « C'est vous, n'est-ce pas? Vous êtes venu voir votre homonyme. Sortez, nous devons parler. » Elle ne bougea pas. «
Je sais que vous avez pris le journal, vous l'avez lu, mais cela ne change rien. Le contrat sera signé demain, et dans 2 ans, vous serez ma femme. » Il fit un pas vers le pilier. « Vous vous demandez pourquoi? La réponse est simple, l'héritage. Quand une épouse meurt sans testament, tous ses biens reviennent à son mari. Votre dot, vos terres, tout deviendra mien. Et quand vous mourrez, car vous mourrez, elles meurent toutes, j'épouserai une autre jeune fille riche. » Éléonore sentit la bile monter. Ce n'était pas de la folie, c'était du calcul, du meurtre prémédité. « Vos parents savent, ajouta-t-il. Pas tous les détails, mais ils savent que mes épouses sont mortes jeunes. Et ils s'en moquent, parce que l'alliance avec ma famille est trop avantageuse. L'argent vaut plus que votre vie. » Il était tout prêt. Éléonore fit la seule chose possible. Elle courut. Elle jaillit de sa cachette et se précipita vers l'escalier. Bertrand cria et se lança à sa poursuite. Elle monta les marches 4 à 4, trébuchant dans l'obscurité. Elle atteignit la porte, la franchit, courut dans le corridor. Elle l'entendait derrière elle. « Vous ne pouvez pas vous échapper. Où iriez-vous? Qui vous croirait ?» Éléonore tourna des coins, se perdant volontairement. Elle trouva l'escalier des domestiques. Elle monta jusqu'au grenier. La porte était ouverte. Elle entra, referma doucement et s'effondra contre le mur, tremblante. Pour le moment, elle était en sécurité. Mais demain, il signerait le contrat. Dans 2 ans, elle serait mariée, et peu après, morte. Dans le miroir fendu, la silhouette en noir apparut. Éléonore n'eut plus peur. « Aidez-moi, » murmura-t-elle. « Dites-moi comment m'échapper. » La femme leva la main, et dans le miroir, des mots apparurent, tracés sur la poussière. Éléonore comprit. C'était sa seule chance. Demain à l'aube, avant que le château ne se réveille, elle devait fuir, ou mourir en essayant. Mais au moins, ce serait son choix. L'aube se levait à peine sur les falaises de Kermoal quand Éléonore quitta sa chambre pour la dernière fois. Le ciel était d'un gris perle strié de rose pâle. Le château dormait encore, plongé dans ce silence qui précède le réveil. Elle avait passé le reste de la nuit dans le grenier, le journal serré contre elle. Elle n'avait pas dormi. Comment aurait-elle pu? Mais personne n'était venu. Le château l'avait protégée. Vêtue de sa robe de voyage la plus simple, un châle sur les épaules et le journal caché dans une sacoche, Éléonore descendait l'escalier avec une lenteur calculée. Chaque marche pouvait trahir sa fuite, mais elle avançait avec la détermination de celle qui n'a plus rien à perdre. Dans le grand hall, les portraits des ancêtres la regardaient. Pour la première fois, elle leur rendit leur regard. Elle n'avait plus peur. Ces hommes et femmes qui avaient bâti cette prison ne méritaient pas sa crainte. Ils méritaient son mépris. Elle ouvrit la grande porte avec une facilité surprenante. L'air du matin la gifla, froid et vivifiant, portant l'odeur de sel de l'océan. Elle marcha rapidement vers la falaise, ses pieds s'enfonçant dans l'herbe détrempée. Elle atteignit le bord, l'endroit où elle avait vu la femme en noir. Elle regarda en bas. Le vide vertigineux, les rochers noirs, l'écume blanche. Ce serait si facile. Un pas. N'y pense même pas. La voix la fit sursauter. Mademoiselle Arnoux se tenait à quelques mètres, enveloppée dans une cape noire, ses cheveux gris détachés pour la première fois. « Mademoiselle, comment... » « Je t'ai vu sortir. Je te suivais. » La gouvernante s'approcha lentement. « Et je sais ce que tu as découvert. Le journal, la crypte, la vérité sur Bertrand de Kérodren. » Éléonore la fixa, pétrifiée. « Vous saviez, pas au début. » Mais quand j'ai entendu le nom de Kérodren, mademoiselle Arnoux ferma les yeux. J'ai fait des recherches. Catherine morte en 1912, Éléonore morte en 1915, toutes les deux à 17 ans. Et maintenant, toi. Alors pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi m'avoir préparé à ce mariage si vous saviez? Parce que je n'avais aucune preuve, juste des suspicions. Rien qui puisse convaincre tes parents. Les Kérodren sont puissants. Accuser le fils aurait été ma ruine. Mais maintenant j'ai les preuves, dit Éléonore en tapotant la sacoche. Le journal, c'est suffisant, n'est-ce pas? Mademoiselle Arnoux secoua tristement la tête. Le journal d'une morte? Tu crois qu'un tribunal croirait cela contre la parole d'un baron? Contre tes propres parents qui diront que tu as toujours été instable? Les mots frappèrent Éléonore comme des coups, c'était vrai. Même avec la preuve, elle restait impuissante. Alors que dois-je faire? Me marier et mourir? Il y a toujours un choix. Mademoiselle Arnoux sortit une enveloppe. « Prends ceci.
C'est une lettre de recommandation et de l'argent. J'ai une sœur à Paris qui tient une pension. Elle t'accueillera. Tu ne vivras pas dans le luxe, mais tu vivras. » Éléonore prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Mais ma famille me cherchera. Laisse-moi m'en occuper. Je dirai que tu es venu me voir à l'aube, bouleversé, parlant de visions. Que tu as couru vers la falaise avant que je puisse te retenir, que j'ai entendu un cri et que tu avais disparu. » Éléonore comprit. « Vous voulez qu'ils croient que je me suis suicidé. C'est la seule façon. Si tu disparais simplement, ils te traqueront. Mais si tu es morte, ils te pleureront et passeront à autre chose. Les Kérodrènes chercheront une autre fille. Ta famille enterrera un cercueil vide, et toi, tu seras libre. Mais je ne pourrai jamais revenir. Non. Tu devras changer de nom, de vie, devenir quelqu'un d'autre. C'est le prix de la liberté. » Éléonore regarda l'océan, puis le château qui commençait à s'éveiller. Dans quelques heures, on signerait le contrat. Sa vie ne lui appartiendrait plus. Ou elle pouvait choisir autrement. « Faites-le, dit-elle finalement. Dites-leur que je suis morte. » Mademoiselle Arnoux hocha gravement la tête. Puis elle la prit dans ses bras, la première et unique étreinte qu'elle lui ait jamais donnée. « Sois courageuse. Vis la vie que toutes celles avant toi n'ont jamais pu vivre, pour Catherine, pour l'autre Éléonore, pour toutes les filles sacrifiées. » Elle relâcha Éléonore et recula. « Va maintenant. Prends le sentier côtier vers le sud. Il te mènera au village de Trémazan. De là, tu prendras une carriole jusqu'à la gare de Brest. Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» La gouvernante sourit tristement. « Parce qu'il y a 40 ans, une jeune fille comme toi m'a sauvée d'un mariage que je ne voulais pas. Je n'ai jamais pu la remercier, mais je peux honorer sa mémoire en te sauvant. » Elle fit demi-tour vers le château. Après quelques pas, elle s'arrêta. « Dans 3 minutes, je vais crier. Cours aussi vite que tu peux. Ne regarde pas en arrière. » Éléonore serra l'enveloppe contre elle et se tourna vers le sentier côtier. Elle prit une grande inspiration, puis elle commença à courir. Derrière elle, elle entendit le cri « Au secours! Quelqu'un! Mademoiselle Éléonore! Non !» Des fenêtres s'ouvrirent, des voix crièrent, des pas se précipitèrent, mais Éléonore courait déjà, ses pieds volant sur le sentier, son châle flottant comme des ailes. Elle courait vers la liberté, vers l'inconnu, vers une vie qui serait peut-être difficile, mais qui serait sienne. Le soleil perçait l'horizon, inondant le monde de lumière dorée. Et dans cette lumière, Éléonore de Valois disparaissait, laissant derrière elle un château hanté, une famille qui pleurerait une fille qu'elle n'avait jamais connue, et un homme qui continuerait sa chasse. Dans le grenier, le miroir fendu refléta une dernière image. 2 silhouettes en noir qui regardèrent la jeune fille courir. Puis, elles s'effacèrent. Les morts pouvaient reposer. Une vivante avait échappé à leur destin. Dans les années qui suivraient, on raconterait l'histoire de la jeune Éléonore de Valois qui s'était jetée de la falaise par une aube de décembre 1924. On déposerait des fleurs sur son cercueil vide. Mais ceux qui écoutaient le vent juraient parfois entendre un rire. Le rire d'une jeune fille qui avait choisi de vivre. Paris, 1932, 8 ans plus tard. Dans une petite librairie du quartier latin, une jeune femme aux cheveux coupés courts selon la mode moderne arrangeait des livres sur une étagère. Elle portait une robe simple mais élégante, et ses yeux noirs pétillaient d'une vie qu'on n'aurait jamais imaginée 8 ans auparavant. Son nom était Margot Dubois. C'est ce que disaient ses papiers, c'est ce que croyaient ses amis, ses collègues, les clients. Personne ne savait qu'elle avait été Éléonore de Valois. Margot, car c'était devenu son vrai nom, celui qu'elle portait dans son cœur, avait construit une nouvelle vie pierre par pierre. Les premiers mois à Paris avaient été terribles. Arrivée dans cette ville immense, avec seulement l'adresse d'une pension et un peu d'argent, sans connaître personne, sans expérience du monde réel. Elle, qui avait grandi dans un château, servi par des domestiques, avait dû apprendre à se débrouiller seule. La sœur de mademoiselle Arnoux, madame Chevalier, tenait une pension modeste rue Mouffetard. C'était une femme ronde et chaleureuse, l'opposé total de sa sœur austère. Quand Margot était arrivée, tremblante et épuisée après 3 jours de voyage, madame Chevalier l'avait accueillie sans poser de questions embarrassantes. « Ma sœur m'a écrit », avait-elle simplement dit. « Tu resteras ici le temps nécessaire et nous trouverons quelque chose pour toi. » Les premières semaines, Margot avait à peine osé sortir. Elle avait peur d'être reconnue, d'être ramenée de force en Bretagne, d'être enfermée ou pire. Elle dévorait les journaux, cherchant des mentions de sa disparition. Elle en trouva une, brève, dans le Figaro. « Tragédie en Bretagne.
Mademoiselle Éléonore de Valois, 14 ans, fille du baron de Valois, s'est jetée des falaises de Kermoal. Selon les témoins, la jeune fille souffrait de troubles nerveux. Les fiançailles avec le baron Bertrand de Kérodren ont été annulées suite à ce drame. Troubles nerveux. Comme c'était pratique, on transformait sa fuite en folie, son courage en maladie, mais au moins elle était officiellement morte. Personne ne la chercherait. Progressivement, Margot s'était aventurée dans Paris. Elle avait découvert une ville en pleine effervescence, tellement différente du château silencieux de son enfance. Les cafés bruyants où on débattait de politique et d'art. Les librairies où on pouvait passer des heures à lire sans qu'on vous juge. Les cinémas qui montraient ces films extraordinaires venus d'Amérique. Les femmes aux cheveux courts qui fumaient des cigarettes et parlaient fort, qui travaillaient, qui votaient presque. Le droit de vote viendrait, on en était sûr. Madame Chevalier lui avait trouvé un premier emploi comme vendeuse dans une mercerie. Le travail était épuisant, les heures longues, le salaire minuscule. Mais Margot l'adorait. Parce que c'était son travail, son argent, sa vie. Elle avait appris à vivre avec peu, une chambre minuscule sous les toits, des robes simples achetées d'occasion, des repas frugaux. Mais elle avait aussi appris la liberté, pouvoir sortir quand elle voulait, parler à qui elle voulait, lire ce qu'elle voulait. Personne ne lui disait comment se tenir, comment parler, comment penser. Après 2 ans, elle avait trouvé sa vraie place. La librairie des lettres, une petite boutique tenue par un vieux monsieur érudit, monsieur Beaumont, qui cherchait quelqu'un pour l'aider. Margot avait postulé, et sa passion évidente pour les livres avait convaincu le libraire. « Vous connaissez vos classiques ?» avait-il dit, impressionné par sa culture. « C'est rare chez les jeunes. »« Où avez-vous étudié ?»« J'ai eu une excellente gouvernante, » avait-elle répondu, la seule vérité qu'elle pouvait dire. Maintenant, 6 ans plus tard, elle gérait pratiquement la librairie seule. Monsieur Beaumont était trop vieux, trop fatigué. Il passait ses journées dans l'arrière-boutique à lire, laissant Margot s'occuper des clients, des commandes, de tout. Elle adorait ce travail, conseiller les lecteurs, découvrir les nouveaux auteurs, organiser les étagères. Elle s'était fait des amis. Lucienne, qui travaillait dans le café d'à côté, et avec qui elle partageait maintenant un appartement. Paul, un étudiant en médecine qui venait régulièrement acheter des livres et qui la regardait avec des yeux doux. Marie-Claire, une artiste peintre qui l'avait prise sous son aile et lui avait appris à voir Paris avec des yeux nouveaux. Elle avait une vie, une vraie vie, imparfaite, modeste, mais sienne. Parfois, la nuit, elle rêvait encore du château. Des couloirs sombres, du miroir fendu, de Bertrand et ses yeux froids. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Mais ensuite, elle regardait autour d'elle, son petit appartement, ses livres, ses vêtements choisis par elle, et elle se rappelait qu'elle était libre. Le journal de l'autre Éléonore était caché sous une lame du plancher. Elle ne l'avait jamais montré à personne. C'était son secret, son rappel de pourquoi elle avait fui, de ce qu'elle avait échappé. Ce matin-là, en ouvrant le matin pour lire pendant sa pause, elle tomba sur un entrefilet en page 5. Son sang se glaça. Mariage en Bretagne. Bertrand de Kérodren, baron du Finistère, épousera en juin prochain mademoiselle Clotilde de Bréant, 17 ans, issue d'une famille bretonne fortunée. La cérémonie se déroulera au château de Kérodren. Une autre. Il y aurait une autre victime, une autre jeune fille de 17 ans qui mourrait si personne ne l'arrêtait. Margot posa le journal, ses mains tremblantes. Elle avait une décision à prendre, se taire et protéger sa nouvelle vie, ou parler et risquer de révéler qu'elle n'était pas morte. Pendant des jours, elle fut déchirée. La nuit, elle ne dormait pas, tournant et retournant la question. D'un côté, tout ce qu'elle avait construit, sa sécurité, sa liberté. D'autre côté, une jeune fille innocente qui marcherait vers sa mort. Elle pensa à Catherine, la première épouse. À l'autre Éléonore qui avait écrit ce journal désespéré. À toutes celles qui étaient mortes parce que personne n'avait parlé. Finalement, 1 semaine plus tard, elle prit sa décision. Dans sa chambre, elle sortit le journal de sa cachette. Elle le contempla longuement, puis elle prit une feuille de papier et commença à écrire. « À mademoiselle Clotilde de Bréant, vous ne me connaissez pas, mais je connais l'homme que vous allez épouser, et je dois vous avertir, elle écrivait l'histoire, toute l'histoire, les épouses mortes, les violences, le système calculé pour hériter. Elle joignit des copies de pages du journal. Elle donna l'adresse d'un café où Clotilde pourrait la rencontrer si elle voulait en savoir plus, sans révéler son identité complète. Elle signa simplement
Une sœur qui a survécu, puis elle posta la lettre, les mains tremblantes, sachant qu'elle venait peut-être de détruire sa vie tranquille, mais sachant aussi qu'elle ne pouvait pas faire autrement. 2 semaines plus tard, une jeune fille blonde entra dans la librairie. Elle regarda autour d'elle nerveusement, puis s'approcha de Margot. « Je cherche une sœur qui a survécu, » murmura-t-elle. C'était Clotilde, et elle tenait la lettre à la main. Margot regarda la jeune fille blonde qui se tenait devant elle, la lettre tremblante dans ses mains. Clotilde de Bréant, 17 ans, les mêmes yeux apeurés qu'Éléonore avait eu 8 ans auparavant. « Vous êtes venu, » murmura Margot, son cœur battant la chamade. « Je ne savais pas si vous le feriez. » Margot ferma rapidement la librairie, retournant le panneau sur « Fermé ». Elle conduisit Clotilde dans l'arrière-boutique où M. Beaumont lisait tranquillement. « Pourriez-vous nous laisser un moment ?» demanda-t-elle doucement. Le vieil homme hocha la tête et sortit discrètement. Il avait appris à ne pas poser de questions. Les 2 jeunes femmes s'assirent face à face, séparées par une table couverte de livres. Clotilde était pâle, ses mains serrées sur la lettre. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Tout ce que vous avez écrit? Les épouses mortes? Catherine? Éléonore? Chaque mot, » répondit Margot. « Je ne vous mentirai pas sur quelque chose d'aussi grave. Mais comment pouvez-vous savoir ?» Margot hésita. Jusqu'où pouvait-elle aller sans révéler son identité, mais en regardant les yeux terrifiés de Clotilde, elle comprit qu'elle devait tout dire, parce que j'étais la suivante, dit-elle finalement. Il y a 8 ans, on m'a fiancée à Bertrand de Kérodren. J'avais 14 ans. J'ai découvert la vérité sur ses épouses, et j'ai fui la nuit avant la signature du contrat. Clotilde la fixa, bouche bée. « Vous êtes Éléonore de Valois, mais les journaux ont dit que vous étiez morte, que vous vous étiez jetée de la falaise. C'est ce qu'on voulait faire croire, pour que je puisse être libre, pour qu'il cesse de me chercher. » Margot sortit de sa poche l'alliance qu'elle portait toujours. « J'ai trouvé ceci près de la falaise. Elle appartenait à l'autre Éléonore, celle qui est vraiment morte. » Elle tendit l'alliance à Clotilde, qui la prit avec révérence, lisant l'inscription gravée. « Mon Dieu !» murmura la jeune fille. « C'est réel. Tout est réel. Votre famille connaît l'histoire des Kérodren ?» Clotilde secoua la tête. « On m'a seulement dit que c'était une famille respectable, fortunée, que Bertrand était un excellent parti. Mes parents sont ravis. Ils parlent déjà de la cérémonie, de ma robe, de la dot. Ils ne savent pas qu'ils vous vendent à un assassin. » Le mot tomba entre elles comme une pierre. Clotilde commença à pleurer silencieusement, les épaules secouées de sanglots. « Que puis-je faire ?» demanda-t-elle entre 2 hoquets. « Mes parents ne me croiront jamais. Ils diront que j'invente des histoires pour échapper à mes obligations. Et même si je montre le journal, c'est la parole d'une morte contre celle d'un baron vivant. » Margot comprenait. C'était exactement le même piège dans lequel elle avait été prise. « Vous avez 2 choix, » dit-elle doucement. « Fuir comme je l'ai fait, disparaître, créer une nouvelle vie ailleurs, ou nous l'arrêtons. » Ensemble, Clotilde leva les yeux, surprise. « Comment ?» Margot se leva et commença à marcher dans la petite pièce, son esprit travaillant rapidement. « Pendant 8 ans, j'ai vécu caché. Je me suis dit que j'avais fait ma part en survivant. Mais combien d'autres filles Bertrand épousera-t-il? Combien mourront encore avant que quelqu'un l'arrête ?» Elle se tourna vers Clotilde avec détermination. « Nous avons le journal, nous avons mon témoignage, nous avons votre histoire, les mêmes promesses, le même schéma. Ce n'est plus juste de la suspicion, c'est un motif, un système. Si nous allons voir les autorités avec tout cela, elles ne nous écouteront pas, » dit Clotilde amèrement. « Nous sommes des femmes, il est un baron. Le monde ne fonctionne pas en notre faveur. » Elle avait raison, Margot le savait. « Mais, et si nous rendions l'histoire publique ?» dit-elle soudain. « Pas par les tribunaux, par les journaux. Il y a des journalistes à Paris qui adoreraient un scandale aristocratique. Un baron qui épouse des jeunes filles pour leur fortune et les laisse mourir. C'est exactement le genre d'histoire qui fait vendre. » Les yeux de Clotilde s'illuminèrent d'espoir. « Vous pensez vraiment que ça pourrait marcher ?»« Je connais quelqu'un, » dit Margot, pensant à Paul, l'étudiant en médecine dont le frère travaillait pour le Petit Parisien. « Il pourrait nous mettre en contact avec un journaliste. Si nous leur donnons tout, le journal, les dates, les noms, ils pourront enquêter, vérifier les registres de décès, interroger les médecins qui ont soigné Catherine et Éléonore. Mais vous devrez révéler que vous êtes vivante. » Margot hocha lentement la tête. « Oui,
Je devrais abandonner Margot Dubois et redevenir Éléonore de Valois. Ma famille saura que je les ai trompés. Les Kérodren me poursuivront peut-être. Mais... Elle regarda Clotilde, puis toucha l'alliance dans sa main. Mais je ne peux plus me cacher pendant que d'autres meurent. L'autre Éléonore a écrit « Sauve-toi » dans son journal. Je me suis sauvé. Maintenant, il est temps de les sauver, elles. Les semaines qui suivirent furent intenses. Margot contacta Paul qui arrangea une rencontre avec son frère journaliste, Thomas Mercier. Quand ils lui présentèrent l'histoire, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est énorme, dit-il. Si tout cela est vrai, c'est le scandale du siècle. » Il enquêta. Pendant 3 semaines, il vérifia chaque détail. Il trouva les certificats de décès de Catherine et d'Éléonore. Il interrogea le médecin qui les avait soignés. Un vieil homme bourré de remords qui admit qu'il avait eu des soupçons, mais n'avait jamais osé parler. Il découvrit que Bertrand avait tenté de courtiser 2 autres jeunes filles, avant Clotilde, mais les négociations avaient échoué pour des raisons diverses. Finalement, l'article parut. En première page du Petit Parisien, avec un titre énorme, « Le baron veuf ». Comment Bertrand de Kérodren épouse des héritières qui meurent mystérieusement. L'article détaillait tout, les 3 mariages, les morts suspectes, le témoignage de Margot Dubois, anciennement Éléonore de Valois, qui a échappé au même destin, des extraits du journal de l'autre Éléonore, les déclarations du médecin. L'effet fut immédiat et explosif. Les autres journaux reprirent l'histoire. La police ouvrit une enquête officielle. Le procureur assigna Bertrand à comparaître. Les Kérodren essayèrent de nier, de menacer, d'intimider, mais c'était trop tard. L'opinion publique s'était retournée contre eux. Le mariage de Clotilde fut annulé. Sa famille, horrifiée, la retira immédiatement de Bretagne et vint s'installer à Paris, loin du scandale. Margot dut témoigner devant la justice, affronter sa propre famille qui apparut au tribunal, le visage fermé. Son père ne la regarda même pas. Sa mère lui lança un regard de pure haine, non pas parce qu'elle s'était enfuie, mais parce qu'elle avait déshonoré le nom des Valois en rendant l'affaire publique. Le procès dura 3 mois. Finalement, bien que Bertrand ne fût pas condamné pour meurtre, impossible à prouver légalement, il fut reconnu coupable de fraude matrimoniale et de violence domestique sur la base des témoignages et du journal. Il fut condamné à 15 ans de prison et à la confiscation de tous les biens acquis par ses mariages. Le jour du verdict, Margot sortit du tribunal et respira profondément l'air de Paris. Clotilde était à côté d'elle, ainsi que Lucienne et Paul. « C'est fini », murmura Clotilde. « C'est vraiment fini. »« Pour nous, oui, » dit Margot. « Mais il y a d'autres filles, dans d'autres châteaux, dans d'autres familles, des filles qu'on vend encore à des hommes qu'elles ne connaissent pas. » Elle regarda ses amis. « J'ai une idée. Et si nous créions quelque chose, un refuge, un endroit où les jeunes filles qui fuient des mariages forcés pourraient venir, où on leur donnerait un toit, de la nourriture, de l'aide pour recommencer. » Les yeux de Clotilde brillèrent. « Avec l'argent de la confiscation, c'est votre argent, techniquement. Vous pourriez le faire. » Margot sourit. « Notre argent, nous le ferons ensemble. » Paris, 1945, 13 ans plus tard. Le refuge Éléonore occupait maintenant un bâtiment entier dans le Marais. Depuis son ouverture en 1933, il avait accueilli plus de 200 jeunes femmes fuyant des mariages forcés, des familles violentes, des situations impossibles. Margot, elle avait gardé ce nom, trouvant qu'Éléonore appartenait au passé, dirigeait l'organisation avec Clotilde. Elles avaient toutes 2 la quarantaine maintenant. Margot avait épousé Paul 5 ans auparavant. Clotilde avait choisi de rester célibataire, se consacrant entièrement au refuge. Ce matin-là, une nouvelle jeune fille arriva. 16 ans, le visage marqué par la peur et l'épuisement. « Je m'appelle Sophie », murmura-t-elle. « On veut me marier à un homme de 50 ans. Je ne sais pas où aller. » Margot lui prit doucement la main. « Tu es en sécurité maintenant, tu es chez toi. » Sur le mur de l'entrée, une plaque gravée « À Catherine, à Éléonore et à toutes celles qui n'ont pas pu fuir. » Nous nous souvenons, nous continuons. Le cycle était brisé, et elle s'assurerait qu'il le reste. Fin.